Et ça tombe bien du coup qu'on parle un peu de branlée monumentale et de guerre, parce que du coup ça va me permettre de faire ma transition pour nous renvoyer vers Léopold, parce que tu as envie d'apporter des précisions un peu sur les changements d'armée, enfin de tactique, on va dire, Oui, à cette époque-là. Enfin, tout à si je puis me fait. permettre. Et bah oui, les guerres d'Italie sont un bon moyen d'aborder les changements militaires qui ont eu en cette fin 15e et début 16e, mi-16e même pour les dernières guerres d'Italie. Et même si ces guerres d'Italie ne vont pas que se résumer à des bouleversements tactiques, il en reste pas moins que les historiens y voient un temps important de ce qu'on appelle la révolution militaire qui s'opère en Europe entre le 15e et le 18e siècle, donc sur un temps assez long. Le terme révolution militaire, d'ailleurs, est en lui-même assez débattu, hein. Aujourd'hui, on préférerait le terme mutation militaire, puisque, comme je viens de le dire, c'est sur un temps long, c'est pas en quelques années, ce que le terme révolution pourrait impliquer. Bien sûr. Donc, l'art de la guerre en Europe connaît ces mutations entre, grosso merdo, 1494 et 1559, tant sur les champs de bataille que dans les palais des princes. Ça connaît des retours en arrière, c'est pas du tout une ligne continue, hein, on part pas d'un point A à un point W d'un seul coup, on retourne en arrière. Par exemple, bien avant Pavie, à la bataille de Sérignol en 1503, les gendarmes français semblent déjà obsolètes. Ok. Pour préciser ce que c'est qu'un gendarme français, hein, c'est pas les monsieur avec les képis d'aujourd'hui. Les gendarmes français pendant les guerres d'Italie, ce sont des cavaliers lourds. Ils portent un harnois complet et qui chevauchent un destrier de guerre. Donc c'est de la cavalerie lourde. C'est Voilà. du CRS. Avec des grosses Pardon. lances et des grosses armures. Donc à Sérignol, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on les considère déjà comme obsolètes? Parce qu'ils sont attirés par une fin des Espagnols et les cavaliers français tombent sur leurs retranchements et se font massacrer par les arquebuses. Cette bataille va servir quand même. On va quand même apprendre hein, de cette bataille de Sérignol, puisque aux batailles de Novare et de la Bicoque, respectivement en 1513 et 1522, ces mêmes gendarmes vont sagement se tenir en retrait des combats. Ces combats qui vont se disputer entre l'infanterie et c'est l'infanterie qui décidera du résultat de la journée. Est-ce que ça va signifier pourtant la fin de la chevalerie? Bien sûr que non. La chevalerie va rester, elle va muter et elle va remplir d'autres objectifs. Et donc j'en viens à mon premier point sur la cavalerie lourde. En réalité, le modèle militaire traditionnel de l'ancienne chevalerie est bousculé depuis des dizaines d'années et s'y adapte constamment. En 1445, lors des créations des compagnies d'ordonnance par Charles VII, une compagnie d'ordonnance est composée de 100 lances. Une lance est composée de 6 cavaliers, qui passeront à 8 sur François Ier, avec 5 archers qui sont plus légèrement équipés et 2 auxiliaires. En général, un page et un valet. Ce sont des compagnies qui sont permanentes et soldées, et ce qu'on pourrait appeler le début d'une armée moderne. Donc, lors de ces créations des compagnies d'ordonnance, le cavalier lourd reste le pilier de cette réforme, et la gendarmerie reste un service recherché par les nobles qui sont suffisamment riches pour s'équiper. Si lors de la révision de ces compagnies par François Ier voit une baisse de leurs effectifs, donc en global, hein, parce que c'est vrai que j'ai dit que les lances augmentaient sous François Ier, on passe de 6 à 8, mais en effectif global, ça baisse. Cette révision de François Ier s'accompagne aussi d'un renforcement du recrutement nobiliaire. Mhm. En 1547, les 2400 lances, donc environ 2400 hommes d'armes, donc cavaliers lourds et 3600 archers, dont dispose Henri II, ont quasiment tous du sang bleu. Ce sont quasiment tous des nobles. Ok. Cet attrait s'explique par la culture chevaleresque inhérente à la culture militaire. Par exemple, lorsque Blaise de Montluc, donc un capitaine vétéran des guerres d'Italie, reçoit le commandement d'une compagnie d'ordonnance, bah pour lui c'est un véritable honneur. La France n'est absolument pas une exception. Charles Quint, en 1547, fixe à 3000 chevaux, dont 600 hommes d'armes, la défense des Pays-Bas espagnols. Ça peut paraître assez bas, vu les territoires et vu la menace de la France juste à côté, mais ils peuvent être renforcés par de nouvelles levées si nécessaire. La cavalerie lourde est encore loin de disparaître, comme le prouve encore son rôle tactique sur le champ de bataille. Même si elle ne peut pas vaincre toute seule, elle reste l'une des 3 armes nécessaires. Cavalerie française s'illustre outre à Marignan, elle s'illustre contre les Vénitiens, à la bataille d'Agnadel en 1509,
Contre les Espagnols, à Ravenne en 1512, où elle contourne les retranchements et pousse l'infanterie espagnole à se retirer. L'auteur Frédéric Chauviré, dans son Histoire de la cavalerie, le souligne. Le schéma tactique des guerres modernes vire à un combat séparé entre cavalerie et infanterie. Combat entre cavalerie est souvent réglé en premier, et du coup, cette cavalerie peut se retourner contre l'infanterie pour la pousser à quitter le terrain. Un autre exemple, c'est la bataille de Cérizol, le 14 avril 1544, où la gendarmerie française arrive à repousser la cavalerie impériale, puis se retourne contre les fantassins. Mais même si elle reste importante, la cavalerie lourde perd son exclusivité du combat monté. Tous les protagonistes des guerres d'Italie emploient désormais de la cavalerie légère. Ça, c'est un mot espagnol, je sais pas trop comment le prononcer, je le prononçais à la française, excusez-moi. Comme les ginettes espagnoles, ce sont des cavaliers légers armés de javelots, typiquement issus de la Reconquista. Ou encore les estradiotes de Venise. Ce sont des mercenaires des Balkans, armés d'arcs et aussi de javelots. Tous ces cavaliers légers se révèlent tous hors pair à ce qu'on appelle, entre guillemets, la guerre guérante, c'est-à-dire la petite guerre faite de coups de main et d'embuscades. Le grand capitaine espagnol, c'est quand même un grand général, quelqu'un d'important dans la guerre d'Italie, Gonzague de Cordoue, qui est notamment le négociateur de la reddition de Grenade 1492, qui tient en échec les invasions françaises d'Italie de 1495 à 1507, et qui remporte, entre autres, évidemment, la victoire de Sérignol en 1503, dont j'ai déjà parlé, où il emploie pour la première fois l'ancêtre des tercios espagnols, des célèbres tercios espagnols. Donc ce fameux Gonzague, lui, il va mélanger ses ginettes et ses arquebusiers pour envahir le royaume de Naples en 1500. Louis XII va l'imiter en créant un corps d'arquebusiers à cheval, qu'on appellera les Argoulets, et va même employer des Albanais lors de l'alliance avec Venise en 1513. Okay. Dans les années 1520, ces nouveaux cavaliers prennent le nom de chevaux légers. Attention, sans le X à chevaux, hein, c'est une faute qu'on peut facilement faire. C'est chevaux légers, même au pluriel, sans X. Ok, d'accord. Les chevaux légers ont des caractéristiques qui s'adaptent aux traditions militaires de chaque armée, qui est elle-même influencée par la force du recrutement. Par exemple, si les Albanais ne quittent pas le service de l'armée française sous François Ier, des Italiens s'y ajoutent, mais surtout des Français en nombre croissant. Et par le fait, au milieu du XVIe siècle, la cuirasse et la salade, ou la bourguignotte, c'est un casque à visière enveloppant, vont remplacer l'équipement oriental. Cette évolution n'est pas sans influence sur la gendarmerie, puisque les archers servent à l'écart des hommes d'armes, souvent sur les ailes des armées. Même les gendarmes en viennent à participer avec la petite guerre, en général avec un équipement allégé. L'utilisation des armes à feu vient aussi bouleverser l'organisation du combat monté. Les arquebusiers à cheval n'ont que peu d'effet. Par contre, le développement du pistolet à rouet, entre 1520 et 1530, va changer progressivement la donne. Il est perçu comme une arme terrible, un peu comme l'arbalète au Moyen-Âge, puisque le maréchal de Tavannes, côté français, écrit que même les hommes les plus faibles peuvent s'en servir, entre guillemets, même sur de méchants chevaux. Chevaux, faut comprendre, cavalerie lourde. Ouais. Contrairement à la lance qui va nécessiter un long entraînement. La cavalerie légère se mue donc en une force de pistoliers qui avance au trot, en escadron, donc c'est une formation profonde, pour effectuer ce qu'on appelle une caracole. Une caracole, qu'est-ce que c'est? Donc ça vient de l'espagnol, qui veut dire escargot, où chaque rang d'un escadron de cavaliers vient successivement décharger ses pistolets devant l'ennemi avant de reprendre sa place pour recharger à l'arrière de la formation. Donc ça forme comme un escargot des cercles. Et c'est Henri IV qui va imposer l'escadron en France après un débat qui va secouer donc toute la France pendant la guerre de religion. Qu'en est-il de l'infanterie? Vous me poserez la question avec intérêt et avec raison. Mais qu'en est-il de l'infanterie, Léopold? Mais incroyable, merci. Ça compte bien que... Les Suisses. Ah, il y a les petits Suisses là-bas qui attendent. Les compagnies noires en Hollande. Alors, l'infanterie n'attend pas les guerres d'Italie pour revenir en masse, notamment à la faveur de la reprise démographique du XVe siècle. C'est le modèle suisse qui va régner en maître avant 1500, une masse compacte de piquiers et de hallebardiers, tandis qu'en parallèle se développent au sein de l'Empire les lance-quenets, qui sont créés par l'empereur Maximilien. Leur emploi intéresse beaucoup les autres cours européennes, notamment Louis XII, qui les emploie dès 1512, qui emploie les lance-quenets dès 1512, puisque les Suisses ayant rallié l'autre camp, les Suisses
étant donc principalement des mercenaires, ils suivent l'argent. La France, l'Espagne et les Italiens, et les États italiens, pas les Italiens, les États italiens, voudraient s'inspirer du double modèle Piquet Lansquenet, mais ils rencontrent des difficultés et échouent, faute d'entraînement dans la durée et de volonté politique suffisamment forte pour maintenir une force d'infanterie sur pied permanent. Les Espagnols, eux, vont pas avoir le choix, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les ressources nécessaires en ce début du XVIe siècle pour s'offrir des mercenaires. Ils organisent donc des coronelli, des brigades de 6000 hommes recrutés dans la péninsule ibérique et comprenant 1000 arquebusiers. Ces brigades formeront la base des tertios. Tertios dont je ne parlerai pas dans cette chronique parce qu'il y a déjà suffisamment à dire et il faudrait, un peu comme les guerres d'Italie avec Franck, il faudrait toute une autre chronique pour en parler correctement. Ainsi, les Espagnols mobilisent leurs propres ressources en hommes et en armement et ils s'inscrivent dans le courant de la pensée des humanistes militaires de la Renaissance qui préfèrent s'appuyer sur les habitants d'un territoire plutôt que sur des mercenaires qui sont toujours prompts à s'offrir aux plus offrants. Si l'organisation tactique de l'infanterie espagnole reste proche de celle de ses adversaires, elle gagne sa réputation à travers 4 succès, dont 3 sont liés à l'emploi d'arquebuses derrière des retranchements. Sérignol en 1503, Vincennes en 1513 contre les Vénitiens, Labicoque en 1522 contre les Suisses du roi de France, et enfin Pavie en 1525 où les arquebusiers espagnols s'appuient sur le terrain ajustent leur tir sur les gendarmes français qui ont lancé leur charge beaucoup trop loin de leur infanterie et se retrouvent complètement isolés. Du côté des Valois, comment va s'organiser leur infanterie ? Donc les tentatives pour lever une infanterie permanente échouent, les mobilisations restent temporaires. Les rois doivent donc se reposer sur les mercenaires suisses, les lansquenets, et sur le recrutement par des capitaines commissionnés de bandes, de ce qu'on appelle des bandes d'aventuriers, qui sont principalement des Gascons ou alors des frontaliers. Ce n'est qu'en 1536 qu'un service à pied est maintenu dans la durée, et c'est ainsi que naissent les vieilles bandes. Une infanterie qui est encore peu nombreuse, mais qui, vu qu'elle est maintenue dans la durée, elle est expérimentée, entraînée. Leur succès à Cérizol en 1544, avec le soutien suisse, contre un corps de lansquenets et d'espagnols, amène à relativiser l'invincibilité des tertios, et en fait, cette invincibilité des tertios, cette réputation immense va réellement émerger qu'après la paix du Cateau Cambrésis en 1559 qui termine de fait les guerres d'Italie. Cette réputation des tertios ne tient moins à une réelle domination tactique qu'à la qualité des hommes qui sont maintenus en service et donc entraînés dans la durée. Bon, et ainsi qu'au retrait des ambitions de la France qui est un peu englué dans les guerres de religion, donc ils peuvent pas trop s'y frotter. Vraiment, l'infanterie, l'enjeu qui concerne l'infanterie dans ce début du XVIe siècle, comme je pense que vous l'avez remarqué, c'est vraiment cet enjeu de maintenir une infanterie expérimentée et entraînée dans la durée. Les Suisses, c'est bien, c'est efficace pour certains, mais ça peut vite tourner les talons, ça s'offre plus offrant, c'est pas forcément le plus fiable. Donc c'est vraiment l'enjeu principal de ce XVIe siècle. D'ailleurs, mini incitation, parce que tu parlais d'auteurs humanistes de la période. Un auteur que je vous invite à lire directement et à ne pas vous fier à la réputation ni à l'adjectif qu'il a donné, que ses ennemis ont créé plutôt à partir de son nom. Je parle bien sûr de Machiavel. Je vous invite à lire Le Prince de Machiavel, puisqu'il y a toute une partie justement sur les armées et insiste justement sur l'importance d'avoir une armée de citoyens, une armée de... Alors pour Machiavel, qui en plus est je dirais pas un démocrate, mais en tout cas un individu qui est soucieux du pouvoir de la cité. Il y a tout un morceau dans Le Prince sur l'importance d'avoir une armée de citoyens bien plus fiable que les armées de mercenaires. Alors c'est pas dans les guerres d'Italie, mais ça fait partie de tous ces conflits qui parcourent la période. Lui-même va avoir l'effet de ces mercenaires qu'on paye pour aller prendre une cité ennemie et qui vont s'installer devant la cité, poser la tente, et c'est tout. Et qui, quand ils ont plus d'argent, se cassent. Oui, c'est vraiment l'auteur phare de cette Lisez-le, parce que le terme machiavélique est très 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 mal adapté
aux écrits de Machiavel. Bah non, mais effectivement, Machiavel est un auteur qu'il faut lire. Un peu, ça dépend des traductions, je pense, mais Écoute, moi j'en ai une de. Hop, je vais te dire ça. il est pas De Yves forcément Lévy, écoute, elle est tout à fait. visible. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé tout à fait accessible. C'est pas très long, hein, chers auditeurs, si vous voulez vous plonger dedans, ça fait, si on prend seulement la partie sans commentaire, hein, seulement l'ouvrage en lui-même, tac, 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 hop, que j'enlève toute l'introduction, c'est pas particulièrement long, hop, ça fait donc à peu près 120 pages. Oh, c'est pas long, oui. C'est vraiment pas très très long. Et franchement, c'est un texte qui est très très révélateur sur certaines pensées, y compris sur la volonté dès ces périodes-là de créer un pouvoir qui soit stable et qui s'appuie sur la population. Ça, c'est un truc qu'on imagine mal. On pense toujours à Machiavel dans le grand politicien qui aurait tromper les foules, qui serait derrière les puissants et qui manipulerait dans l'ombre. C'est pas du tout l'ambiance de Machiavel. Hein. Machiavel, c'est un fonctionnaire de la cité de Florence qui s'est posé la question de comment j'optimise pour faire en sorte qu'on arrête de perdre de l'argent pour rien et qu'on gagne. Bon, bref, il faudra faire un épisode sur Machiavel. On pourra faire un épisode sur Machiavel, hein. Franchement, il y a matière à faire quelque chose de sympa. Dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un épisode sur Machiavel. Et donc, je vais passer à la partie suivante. J'ai traité de l'infanterie, de la cavalerie, et à votre avis, qu'est-ce qui reste comme arme des armées de l'époque? Les archers. Moi, j'avais de l'artillerie, quoi, du coup, fatalement. L'artillerie. Exactement. C'est l'artillerie qui, comme l'infanterie, va pas attendre les guerres d'Italie pour évoluer. Alors que les Italiens possèdent encore des canons en fonte ou en fer forgé, les pièces du roi de France Charles VII impressionnent les contemporains car ils sont faits en bronze et fondus d'un seul tenant, un peu comme des cloches. Les fûts obtenus sont ainsi plus réguliers, plus solides. Les âmes du canon sont plus lisses, qui va limiter les accidents et l'usure. Les tourillons, ce qu'on appelle les tourillons, vont permettre de fixer le canon sur des affûts plus mobiles, qui sont tirés par des chevaux, qui vont ainsi faciliter leur mise en batterie sur le champ de bataille. Mais c'est pas encore de l'artillerie mobile. Hein. Ça facilite leur mise en place sur le champ de bataille, mais ils vont y rester statiques. D'où l'importance de leur mise en place au début de la bataille. Ils ne se déplaceront plus après. Enfin, les Français tirent des boulets en fonte de fer, qui sont plus précis et plus efficaces contre les fortifications que des boulets de pierre qui vont avoir tendance à exploser sous le coup de l'impact et ne pas forcément faire de gros dégâts sur les murailles adverses. Et toute cette artillerie de Charles VII va faire tellement d'effets que très très vite, toutes les puissances voisines de la France vont s'en équiper. Le principal défaut de l'artillerie, c'est le manque d'homogénéité des calibres, ce qui va compliquer énormément l'approvisionnement en munitions. Par exemple, l'artillerie de Charles Quint va compter jusqu'à 50 calibres. Paradoxalement, cette homogénéité va les pousser à entreprendre un effort de standardisation. L'empereur habsbourgeois va dicter des règles de standardisation dès les années 1520, comme en témoignent les 16 pièces prises à Cérizol en 1544. Du côté de la France, François Ier va édicter lui aussi des calibres. On n'est pas très sûr de la date, peut-être aux alentours de 1525. Et en 1552, c'est Henri II qui va formaliser 6 calibres. Le canon de 33 livres et la grande coulevrine de 16 livres pour les sièges. Je vous épargne les virgules, hein, c'est 33-30, 16-5, voilà. La coulevrine bâtarde de 7 livres et la coulevrine moyenne de 2 livres. Le faucon de 1 livre et le fauconneau de 1 livre 25, le faucon de 1 livre 1,5 livre et le fauconneau de 1,25 livres pour l'artillerie de campagne. Toutefois, ces progrès ne doivent pas occulter que l'artillerie n'est pas une arme miracle. Même si elle participe aux victoires françaises de Ravenne et de Marignan, elle ne peut pas empêcher la débâcle de Novare en 1513, où les Suisses manœuvrent mieux et vont même jusqu'à s'emparer de tous les canons. À Pavie, au petit matin, le feu est inefficace contre des adversaires déjà bien avancés dans le dispositif français. Et enfin, à Cérizol, le duel d'artillerie du milieu de journée ne donne pas de grands résultats, car
comme je l'ai dit plus haut, les pièces sont statiques, ils ne peuvent pas bouger de leur position de départ. Le champ de bataille ayant, lui, évolué, les pièces sont inefficaces. Et je tiens à préciser aussi qu'à Pavie, même si au petit matin le feu est inefficace, plus tard dans la journée, le feu français va quand même causer des pertes assez importantes aux impériaux. En fait, les progrès de l'artillerie vont plus impacter les fortifications et transformer radicalement celles-ci, ce qui va reléguer le château fort au passé. Les ingénieurs vont chercher à renforcer la protection des places, mais aussi à riposter. Les 3 premières décennies des guerres voient les chantiers se multiplier sur les théâtres d'opération. Aménagement de boulevards en terre à l'extérieur des murailles, pour y installer des canons. Mettre un canon sur des boulevards en terre. Les boulevards en terre, c'est des espèces de gros talus qu'on va passer à l'avant des fortifications afin de renforcer celles-ci. Et l'intérêt de mettre un canon sur un talus en terre, c'est qu'un talus en terre, c'est moins fragile qu'une tour en pierre, puisque l'artillerie à cette époque, quand on la met à feu, va provoquer énormément de tremblements. Et du coup, toutes les tours ne sont pas capables de supporter un feu d'artillerie. Donc, on va aussi épaissir les murailles. On va mettre des tours circulaires au point des murs les plus exposés, notamment pour servir de base à artillerie. Ce seront des tours qui vont être prévues spécialement pour supporter cette artillerie. Et bientôt, on a des ingénieurs comme, j'imagine que ça se prononce à l'italienne, Michele San Micheli pour Venise, ou encore la famille Sangallo pour Florence et Rome. Ils vont imaginer une nouvelle architecture fortifiée, une architecture basse, appuyée sur le relief avec des talus de terre remparés de pierre. Ça vous fait penser à une architecture particulière peut-être on peut le dire, hein, le Vauban, il n'a pas tout inventé. Hein. C'est ça, voilà, l'architecture en étoile. Exactement. En fait, c'est une évolution qui est très longue, hein, ce genre de fortification. Ah oui, clairement. Hein. D'ailleurs, comme tous les châteaux forts du Moyen-Âge, où on s'imagine, d'un seul coup, ils ont inventé la tour ronde. Non, non. C'est tout à fait ça. Donc et toutes ces idées vont circuler à travers l'Europe, à travers différents moyens. La correspondance, les visites de chantier par différents dignitaires. Et l'Europe va s'engager alors dans la même recherche architecturale. On a bien parlé d'architectes italiens. En Espagne, par exemple, on a l'architecte Francisco Ramiro López. Il va œuvrer en Catalogne où il va construire de remarquables forteresses, comme celle de Collioure ou encore la forteresse de Sals, au début du XVIe siècle. En France, c'est exactement la même dynamique. Hein. On a Anquise de Bologne qui va ouvrir à Bordeaux, Narbonne, dans le Languedoc et même à Lyon dans le milieu des années 1520. Et donc, c'est dans les décennies suivantes que va s'affirmer pleinement le tracé bastionné, ou encore la trace italienne. Les Français fortifient les anciennes murailles de Turin en construisant 4 gros bastions d'angle. Les opérations les poussent également à construire des fortifications de campagne, temporaires, en Picardie, en Piémont, en Provence. La paix, ou plutôt la trêve, que les guerres de Saïs ne se terminent pas, la paix de 1538 ne semble pas remettre en cause l'occupation française de la Savoie. Et donc du coup, François Ier entreprend la construction de nouvelles fortifications sur les frontières de son royaume. Ils se poursuivent avec encore plus de vigueur après le conflit suivant, avec Charles Quint entre 1542 et 1544. Et Henri II, devenu roi en 1547, va continuer d'investir. En 1555, il est décidé de construire une forteresse à Rocroi, face aux Pays-Bas espagnols, répondant ainsi à la politique de fortification de Charles Quint. Désormais, la guerre demande de savoir bastionner à grande échelle, une exigence que seuls les grands États sont assez riches pour se le permettre. Toutes ces mutations et ces mutations tactiques et techniques, ainsi que les énormes contraintes financières qui les accompagnent, contribuent à restreindre le nombre de belligérants. Par exemple, la Suisse, qui s'impose comme une puissance militaire au tournant des 15e et 16e siècles, est incapable de projeter ses forces dans la durée. A l'inverse, les grands États s'imposent par leurs moyens et leurs pratiques de plus en plus centralisées. Les campagnes sont préparées avec soin et longtemps à l'avance. On est bien loin de l'image de nobles impétueux qui courent à la guerre depuis leur château. On mettra un petit bémol sur les Habsbourg quand même.
Le déplacement des troupes est pensé dans l'espace et dans le temps. Le système d'étapes de Louis XI est confirmé pour faciliter le passage des troupes dans le royaume et vers l'Italie. On peut penser notamment au déplacement de François Ier en 1515 vers l'Italie, qui est vraiment excessivement pensé avec des réserves de greniers qui sont préparées à l'avance sur la route. Parce que l'enjeu est de taille, on veut éviter au maximum l'éparpillement avant même la bataille des troupes, faute de nourriture, qui vont aller fourrager à droite et à gauche. Côté Habsbourg, on met en place une organisation rationnelle des mouvements sur ce qu'on appelle la route espagnole. La route espagnole, qu'est-ce que c'est ? C'est la continuité des possessions impériales habsbourgeoises qui va relier les Pays-Bas, donc les Pays-Bas espagnols, à l'Espagne, en passant par les terres d'Empire, donc tout ce qui est Franche-Comté, et l'Italie, et enfin l'Espagne par un mouvement maritime. Cette logistique est pensée à grande échelle, et donc les communautés vont devoir se plier à la volonté des princes. Ces efforts sont nécessaires, ces efforts d'organisation sont nécessaires au vu de l'escalade des effectifs. En 1494, Charles VIII marche sur Naples avec 30 000 hommes, ce qui est un effort colossal auquel doit participer tout le royaume. En 1536 et en 1544, c'est entre 70 et 80 000 hommes que recrute François Ier. Et en 1558, c'est près de 50 000 hommes qu'Henri II engage contre les Pays-Bas espagnols, sans compter les troupes de garnison qu'on doit laisser aux frontières et les troupes engagées au Piémont et en Toscane. Les troupes impériales de leur côté culminent en 1552 avec 148 000 hommes, 109 000 dans l'Empire et les Pays-Bas, 24 000 en Lombardie et 15 000 répartis entre Naples et l'Espagne. Néanmoins, même si je viens de dire que l'État et le prince se renforcent, il faut encore compter sur d'autres pouvoirs au sein des royaumes. Ce n'est pas encore une monarchie absolue type Louis XIV. Les royaumes de France, d'Angleterre et d'Espagne et l'Empire sont des États englobant d'autres États, principautés, villes, provinces, royaumes même pour le Saint-Empire germanique, qui tous et toutes ont des prérogatives qu'il faut respecter. Les grands États, on l'a vu, ont besoin des autorités locales pour la logistique, leur fournir des denrées, de l'armement, le logement, et toutes vont bien évidemment essayer d'atténuer ce poids en discutant avec les envoyés du prince. De fait, la puissance de projection reste limitée au-delà du territoire national. Et même si les prises peuvent pallier temporairement un défaut de paiement et d'approvisionnement, elles restent excessivement vulnérables à la terre brûlée. Ainsi, par exemple, les troupes de Charles Quint qui ont envahi la Provence en 1536 ont été tenues en échec à cause des ravages préventifs faits par les troupes françaises. Et en ne laissant, petite anecdote, que le raisin sur place à cause des ravages qu'il peut faire sur la digestion de troupes passablement affaiblies. Et je terminerai voilà, après cette longue chronique, je terminerai sur un dernier point, sur le nerf de la guerre qui est, à votre avis ça dépend, la thune, la bouffe. La bouffe, moi j'aurais dit. Ça dépend si on parle de Napoléon ou des mercenaires. C'est la thune, c'est l'argent. Ah, car voilà. sans argent, pas de suite, déjà, tout simplement. C'est pas faux. La succession des conflits entraîne une charge croissante et considérable. Dès le début du XVIe siècle, les rois de France vont vivre d'expédients faute d'une imposition suffisante. Louis XII va profiter des richesses milanaises, alors que François Ier et son adversaire Charles Quint vont encourager les dons gratuits, les subsides, et sollicitent massivement le crédit sur les places financières de Lyon et d'Anvers par des emprunts à court terme. En 1547, la couronne est endettée auprès des marchands lyonnais à hauteur de 6,86 millions de livres. Ah ouais. Pour donner une idée, ça représente l'ensemble des recettes du royaume la même année, donc en 1547. Sous Henri II, 10 ans plus tard, cette même dette a grimpé à 9,65 millions de livres. Une dette qui d'ailleurs sera impossible à rembourser et vont complètement ruiner les marchands lyonnais. Côté impérial, c'est pas brillant, la situation n'est pas brillante non plus. Même s'il peut compter sur le Nouveau Monde, qui lui rapporte entre 200 et 300 000 ducats par an, qui n'est quand même pas grand-chose au vu des sommes engagées, Charles Quint va emprunter jusqu'à 28 millions de livres tout au long de son règne. En 1552, il doit arracher à Anton Fugger, c'est une célèbre famille de banquiers, soutien de la couronne impériale catholique, dont elle est une grosse débitrice, et qui sont notamment à l'origine des pratiques modernes de la banque et de la finance.
Donc il doit arracher à Anton Fugger les sommes nécessaires pour lever son armée. 5 ans plus tard, Philippe II, son successeur, est incapable d'honorer cette dette et va déclarer la première des 3 banqueroutes de l'Espagne, 1557, 1575 et 1598, qui vont ponctuer la fin du siècle. Cette fragilité financière a de grosses conséquences en campagne. Comme l'argent manque toujours et que les retards des soldes sont fréquents, le résultat des campagnes dépend souvent de la chance. En 1525, lors de la bataille de Pavie, l'armée impériale qui vient au secours de la ville assiégée par les Français et qui est commandée par le maréchal de Lannoy et un certain Bourbon, excusez-moi, je n'ai pas noté son nom complet. Charles, il me semble. Charles, je pense. Charles de Bourbon. Si c'est le même que tout à l'heure. Effectivement. Cette même armée menace de se débander face aux Français qui assiègent Pavie, et seul le coup de force qui est tenté pour sauver la ville, la victoire qui s'ensuit et le butin qui va avec, empêchent cette armée de se débander complètement. Juste de se débander en fait. En 1527, les lansquenets de Charles Quint vont piller Rome pour se payer. Mais quand le butin, par contre, n'est pas au rendez-vous, la guerre ne peut pas nourrir la guerre. En 1544, Charles Quint, qui fait campagne en Champagne, est obligé de traiter avec François Ier, de peur de voir son armée fondre, faute d'argent et de logistique. En conclusion, en 1559, après les 9 dernières années en guerre, les coffres des belligérants sont vides, sont complètement à sec. L'arrêt des combats s'impose, tandis que gronde l'orage de la réforme. C'est en définitive la panne sèche financière tout autant que les tensions religieuses qui conduit à la paix du Cateau-Cambrésis de 1459 et qui met définitivement fin aux guerres d'Italie. Et voilà. Ok, merci beaucoup Léo pour toutes tes explications sur ces changements qui ont pu avoir lieu. Tu vas ajouter quelque chose, Franck ? Ouais, petite... parce que j'y ai pensé, je pensais qu'il était au musée des Invalides, mais si vous voulez voir un canon de François Ier, sachez que à Toulon, au musée national de la marine, il y a l'une des coulevrines de François Ier qui date de 1525, qui pèse quand même un bon 1500 kilos pour 2,6 mètres de long. Donc on est sur une... Comme on dit chez moi, on est sur une belle bête. C'est une belle bête, ouais, c'est ça, ce que j'allais dire. Ouais. Merci beaucoup Léo pour ta chronique. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.